Stéphane Dubois était assis seul dans la banquette d'angle du bistrot de l'Étoile d'Or, veillant sur une tasse de café qui avait refroidi depuis une éternité. Dehors, la neige tombait en flocons légers et silencieux sur le réveillon de Noël, et les rues du centre-ville, habituellement frénétiques, étaient presque désertes, comme si la ville retenait son souffle. La plupart des gens étaient chez eux, avec leur famille, là où ils devaient être. Mais Stéphane, lui, n'avait nulle part où aller. À 57 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, et absolument rien de ce qui comptait vraiment. Ses cheveux poivre et sel étaient impeccablement coiffés, et son costume noir sur mesure coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Les entreprises Dubois étaient une référence nationale. Ses innovations technologiques avaient changé le monde, et sa fortune se chiffrait en milliards d'euros. Mais rien de tout cela ne pouvait combler le vide abyssal qu'il avait consumé de l'intérieur. Depuis la mort de sa femme Valérie, 3 ans plus tôt, ce vide était devenu son seul compagnon. Il n'avait jamais eu d'enfant. Valérie ne le pouvait pas, et ils avaient longuement parlé d'adoption, mais les années avaient glissé entre leurs doigts comme du sable fin. Absorbé par les contrats, les voyages d'affaires et la poursuite acharnée du succès, il avait laissé le temps s'écouler. Et maintenant, Valérie n'était plus là, et Stéphane était radicalement, profondément seul. Il avait donné congé à tout son personnel de maison pour les fêtes, ne supportant pas l'idée de leur joie familiale en miroir de sa propre solitude. La famille de son frère l'avait invité pour leur célébration dans un village en Provence. Mais Stéphane avait décliné. Il ne pouvait supporter l'idée d'être entouré de familles heureuses, de regarder des enfants déballer leurs cadeaux tandis qu'il serait là, assis comme un monument funéraire rappelant tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il n'avait jamais eu. Alors, à la place, il était assis dans un bistrot anonyme le soir du réveillon de Noël, regardant le monde s'endormir à travers la vitre embuée. L'endroit était presque vide, décoré de guirlandes légèrement usées et d'un petit sapin artificiel dans un coin, dont quelques lumières clignotaient avec une persévérance un peu triste. C'était à des années-lumière des fêtes somptueuses auxquelles il assistait habituellement, et d'une certaine manière, cela lui semblait juste. Il ne méritait pas la joie. Il ne méritait pas la célébration. Le carillon au-dessus de la porte tinta, et Stéphane leva les yeux par pure habitude, sans attente. Une jeune femme entra, secouant la neige de ses cheveux blonds. Elle portait un manteau de couleur crème qui avait connu des jours meilleurs, avec des déchirures et des pièces visibles près des poignets. Derrière elle, une petite fille, peut-être de 6 ou 7 ans, la suivait, avec les mêmes cheveux blonds tirés en une queue de cheval soignée. L'enfant portait un pull vert qui semblait tricoté à la main et des bottes robustes qui paraissaient trop grandes pour elle. Le visage de la femme était tiré et fatigué, marqué de rides d'inquiétude qui semblaient trop profondes pour quelqu'un qui ne pouvait avoir plus de 30 ans. Mais lorsqu'elle regarda sa fille, son expression s'adoucit d'un amour si palpable qu'il semblait réchauffer l'air autour d'elle. Elles se glissèrent dans une banquette de l'autre côté du bistrot, et Stéphane les observa tandis que la femme sortait un petit portefeuille et comptait méticuleusement des pièces de monnaie sur la table en formica. La petite fille était assise sagement, ses yeux absorbant les décorations de Noël du bistrot avec un émerveillement pur. La serveuse, une femme à l'allure maternelle nommée Monique, qui avait été aimable avec Stéphane pendant son repas solitaire, s'approcha de leur table. Stéphane ne pouvait pas entendre leur conversation, mais il vit la femme pointer un doigt sur le menu, puis dire quelque chose en faisant un geste vers sa fille. Monique hocha la tête avec une expression compatissante et s'éloigna vers le comptoir. Quelques minutes plus tard, Monique revint avec une seule assiette de crêpes, un verre de lait pour l'enfant, et une simple carafe d'eau pour la mère. Stéphane regarda la femme couper les crêpes avec une infinie précaution, chaque geste mesuré, avant de placer l'assiette devant sa fille. « Mange, ma chérie », l'entendit-il dire doucement. « Mais maman, et toi ?» demanda la petite fille, sa voix claire traversant le bistrot silencieux. « J'ai déjà mangé, mon bébé. Tout ça, c'est pour toi. » C'était un mensonge, et Stéphane le sut instantanément, avec une certitude douloureuse. Il avait vu la femme compter ses pièces. Elle avait juste assez pour un repas, un seul, et elle l'avait donné à son enfant. La petite fille sembla hésitante, mais elle prit sa fourchette et commença à manger. La femme la regardait avec une dévotion si tendre et si absolue que Stéphane sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, une brèche dans la glace qui enserrait son cœur depuis si longtemps. Quand quelqu'un l'avait-il regardé comme ça pour la dernière fois? Quand avait-il compté pour quelqu'un au-delà de ce que son argent pouvait leur apporter? Il fit signe à Monique de s'approcher de sa banquette. « Cette femme et cet enfant, dit-il à voix basse,
en leur faisant un signe de tête discret. Je voudrais régler le repas. Et je voudrais que vous apportiez à la mère un dîner complet également. Le meilleur plat que vous ayez. Ne leur dites pas que ça vient de moi. Monique lui adressa un sourire chaleureux. C'est très gentil à vous, monsieur Dubois. Je m'en occupe. Quelques instants plus tard, Monique apparut à la table de la femme avec une assiette fumante de dinde rôtie, de purée de pommes de terre, de légumes et une baguette fraîche. Le monsieur là-bas a voulu que vous ayez ceci, dit Monique, désignant Stéphane avant qu'il ne puisse l'arrêter. Les yeux de la femme s'écarquillèrent, et elle se tourna vers Stéphane avec une expression de choc et de gratitude mêlée. Je ne peux pas accepter ça, dit-elle, mais sa voix tremblait. Je n'ai pas assez d'argent pour. C'est déjà payé, dit Monique fermement. Et ce serait dommage de laisser tout ça se perdre. Joyeux Noël. Les yeux de la femme s'emplirent de larmes. Elle regarda de nouveau Stéphane et il vit ses lèvres former les mots « merci ». Il hocha la tête maladroitement, mal à l'aise face à cette gratitude si intense. C'était une chose si insignifiante. Pourquoi cela lui semblait-il si important? La femme mangea lentement, savourant chaque bouchée, et Stéphane se trouva incapable de détourner le regard. Il y avait quelque chose en elle, qui l'attirait. La petite fille bavardait joyeusement entre deux bouchées, et de temps en temps, la mère souriait, bien que l'inquiétude ne quittât jamais complètement ses yeux. Quand elles eurent fini de manger, la femme rassembla soigneusement leurs affaires et s'approcha de la banquette de Stéphane. De près, il put voir qu'elle était encore plus jeune qu'il ne l'avait pensé, avec des traits délicats et des yeux de la couleur du miel. La petite fille tenait fermement sa main. « Je suis désolée de vous déranger, » dit la femme, sa voix douce et légèrement rauque, comme si elle avait pleuré récemment. « Je voulais juste vous remercier correctement. C'était incroyablement gentil. Vous n'avez aucune idée de ce que cela représentait pour nous. » Ce n'est rien, dit Stéphane, réalisant à quel point cela sonnait dédaigneux. Je veux dire, je suis heureux d'avoir pu aider. C'est le réveillon de Noël. Personne ne devrait avoir faim. Je m'appelle Manon, dit la femme. Et voici ma fille, Chloé. Bonjour, dit Chloé timidement, avant d'ajouter. Pourquoi tu es tout seul? Tu n'as pas de famille? Chloé, dit Manon, embarrassée. Mais Stéphane se surprit à répondre honnêtement. Non, je n'en ai pas. Plus maintenant. Le visage de Chloé s'assombrit. C'est triste. Tout le monde devrait avoir une famille à Noël. Manon posa doucement une main sur l'épaule de sa fille. Nous devrions laisser ce monsieur profiter de sa soirée. Merci encore, monsieur. Stéphane Dubois. Et en fait. Il se surprit lui-même en continuant. Si cela ne vous dérange pas que je vous demande, où allez-vous ce soir? Pardonnez mon indiscrétion, mais vous semblez. Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide. Le visage de Manon s'empourpra et elle baissa les yeux. Tout va bien. Nous avons un endroit où dormir. C'était un autre mensonge, Stéphane le réalisa. Il le reconnut parce qu'il était devenu expert à repérer les mensonges au fil des années dans le monde des affaires. S'il vous plaît, dit-il doucement. Je ne veux pas être indiscret, mais c'est le réveillon de Noël et il gèle dehors. Si vous avez besoin d'aide, j'ai les moyens de vous l'apporter. Le sang-froid de Manon se brisa et des larmes se mirent à couler sur ses joues. Chloé se serra contre sa mère, l'air effrayé. Je suis désolé, murmura Manon. J'essaie tellement de tenir le coup, mais cette année a été si difficile. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit Stéphane, en désignant la place vide en face de lui. Vous n'avez rien à me dire, mais si vous voulez parler, je sais écouter. Manon hésita, puis se glissa dans la banquette, tirant Chloé à côté d'elle. Pendant un instant, elle resta assise, luttant pour se ressaisir. Puis les mots se déversèrent, un torrent incontrôlable. J'ai perdu mon mari il y a 11 mois, Lucas. Il a eu une crise cardiaque. Il n'avait que 32 ans. Nous n'avions pas beaucoup d'assurance vie. J'ai essayé de nous maintenir à flot. Mais j'ai perdu mon emploi il y a 3 semaines, l'entreprise a réduit ses effectifs. Je cherche du travail, mais c'est Noël et personne n'embauche en ce moment. Nous avons perdu notre appartement il y a 5 jours parce que je ne pouvais plus payer le loyer. Nous dormions dans ma voiture,
mais ma vieille Renault 4 est tombée en panne ce matin et je n'avais pas les moyens de la faire réparer. J'ai dépensé notre dernier argent en essence pour faire tourner le chauffage. Et quand l'essence a été épuisée, nous sommes venus ici parce que je savais qu'au moins, je pourrais offrir un repas chaud à Chloé. Elle cacha son visage dans ses mains. Je suis une mère horrible. Mon bébé dort dans une voiture le soir de Noël. Stéphane sentit son cœur se briser. Voilà une femme qui faisait clairement tout ce qui était en son pouvoir pour prendre soin de son enfant, persuadée d'échouer. Et lui, il était là, avec plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en dépenser, totalement inutile dans son chagrin et son apitoiement. Vous n'êtes pas une mère horrible, dit-il fermement. Vous faites tout ce que vous pouvez dans une situation impossible. Et vous savez quoi? Ce soir, ça change. Manon le regarda, confuse. Stéphane sortit son téléphone et passa un appel. Nicolas, je sais que c'est le réveillon de Noël, mais j'ai besoin que tu réserves une suite au Grand Hôtel de la Gare. 2 chambres. Au nom de Manon. Il la regarda d'un air interrogateur. Le roi, murmura-t-elle. Manon le roi. Séjour à durée indéterminée. Facture-le sur mon compte personnel. Il marqua une pause. Aussi, j'ai besoin que tu me donnes le numéro d'Isabelle Moreau. Oui, je sais qu'il est tard. C'est important. Il mit fin à l'appel et regarda Manon, qui le fixait, incrédule. L'hôtel sera prêt dans une demi-heure. Chloé et vous aurez un endroit chaud où rester aussi longtemps que nécessaire. Demain, c'est Noël, alors nous vous laisserons vous reposer et célébrer la journée, mais après-demain, j'aimerais que vous rencontriez Isabelle Moreau. Elle est la directrice des ressources humaines des entreprises du bois. Nous pouvons vous trouver un poste. Je ne comprends pas, dit Manon en secouant la tête. Pourquoi feriez-vous ça pour nous? Vous ne nous connaissez même pas. Stéphane resta silencieux un moment, réfléchissant à la façon de répondre. Finalement, il dit, ma femme Valérie est morte il y a 3 ans. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Pendant 3 ans, j'ai vécu comme un automate, faisant grandir mon entreprise, gagnant plus d'argent, mais rien de tout cela n'a de sens. Ce soir, j'étais assis ici à m'apitoyer sur mon sort, me noyant dans ma propre solitude. Et puis je vous ai vu donner à votre fille le seul repas que vous pouviez vous offrir. Je vous ai vu lui mentir pour qu'elle ne se sente pas coupable de manger. Je vous ai vu faire preuve de plus d'amour et d'altruisme en 5 minutes que je n'en ai montré en 3 ans. Vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié. Qu'est-ce que c'est? Demanda doucement Manon. Que c'est l'amour qui compte. Pas l'argent, pas le succès. L'amour. Vous avez si peu, mais vous êtes si riche. Et j'ai tout, mais je suis en faillite là où ça compte vraiment. Il eut un sourire triste. Alors peut-être que vous n'êtes pas la seule à être aidée ce soir. Peut-être que j'ai besoin de ça autant que vous. Peut-être même plus. Chloé, qui avait écouté en silence, prit soudain la parole. Tu es seule? Chloé. Répéta Manon, mais Stéphane leva la main. Oui, dit-il honnêtement à la petite fille. Je suis très seule. Chloé réfléchit sérieusement à cela, puis dit, tu pourrais passer Noël avec nous. Maman dit toujours que Noël, c'est mieux quand on le partage. Stéphane regarda Manon, dont le visage était de nouveau inondé de larmes. Elle a raison, dit Manon. Si vous vouliez bien vous joindre à nous, nous en serions honorés. Et c'est ainsi que le soir du réveillon de Noël, Stéphane Dubois se retrouva à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Après avoir installé Manon et Chloé dans leur suite d'hôtel, il revint avec des sacs contenant un plat chinois à emporter, trouvé chez le seul traiteur ouvert tard, ainsi qu'un petit sapin de Noël qu'il avait convaincu un vendeur de rue de lui céder et quelques cadeaux emballés, achetés à la hâte dans une pharmacie de garde. Ils décorèrent le sapin ensemble dans le salon de la suite, les yeux de Chloé brillant d'émerveillement. Ils mangèrent leur repas chinois à même le sol, comme un pique-nique improvisé. Et alors que minuit approchait, Stéphane s'assit sur le canapé avec Chloé, qui s'endormit contre son épaule, tandis que Manon fredonnait un doux chant de Noël. Merci, dit Manon à voix basse. Vous nous avez donné plus qu'une chambre et un travail. Vous nous avez redonné espoir. Stéphane baissa les yeux sur l'enfant endormi, si paisible et confiante, et sentit quelque chose bouger en lui. Pour la première fois en 3 ans, la solitude écrasante s'était levée. Il se sentait à nouveau vivant.
Il se sentait utile. Je crois que vous m'avez donné quelque chose aussi, dit-il. Je crois que vous m'avez rappelé pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Les mois qui suivirent furent une transformation pour eux trois. Manon commença à travailler aux entreprises du bois, au département marketing, où sa créativité et son dévouement la rendirent rapidement indispensable. Stéphane l'aida à trouver un appartement confortable et une Peugeot fiable. Mais plus que l'aide matérielle, il devint une partie intégrante de leur vie. Il assistait au spectacle de l'école de Chloé et l'aidait à faire ses devoirs. Il les emmenait dans les musées, les parcs et aux matchs de football. Il apprit à Chloé à faire du vélo et fut là quand elle perdit sa première dent. Quand la voiture de Manon tombait en panne, c'est lui qu'elle appelait. Quand Chloé faisait des cauchemars où elle perdait sa mère comme elle avait perdu son père, Stéphane était là pour la rassurer, lui dire que Manon était en bonne santé et en sécurité. Quelque part en chemin, sans que personne ne s'en rende vraiment compte, ils devinrent une famille. Pas au sens traditionnel du terme, peut-être, mais de toutes les manières qui comptaient vraiment. Manon et Stéphane se rapprochèrent, liés d'abord par la gratitude et les circonstances, mais peu à peu par quelque chose de plus profond. Ils avaient de longues conversations tard dans la nuit sur la vie, la perte et l'espoir. Ils riaient ensemble. Ils pleuraient ensemble, Stéphane pour Valérie et Manon pour Lucas, s'aidant mutuellement à guérir. Un soir, près d'un an après ce réveillon de Noël, Stéphane emmena Manon et Chloé dîner dans un bon restaurant. Chloé parlait avec animation de sa prochaine fête d'anniversaire, et Manon riait de l'enthousiasme de sa fille. Stéphane les regarda toutes les deux et se sentit submergé par l'amour. Après le dîner, alors qu'ils se promenaient dans un parc, Chloé courut en avant pour regarder une fontaine. Stéphane prit la main de Manon, l'arrêtant. « J'ai besoin de te dire quelque chose, dit-il. » Manon leva les yeux vers lui, ses yeux couleur de miel brillant de chaleur. « Qu'y a-t-il ? Il y a un an, j'étais l'homme le plus riche et le plus malheureux du monde. J'avais tout, sauf une raison de me lever le matin. Et puis je vous ai rencontrés, toi et Chloé, et tout a changé. Vous ne m'avez pas seulement laissé vous aider. Vous m'avez aidé. Toutes les deux. Vous m'avez rendu ma vie. » Stéphane. Commença Manon. Mais il continua, « Je ne dis pas ça parce que j'attends quoi que ce soit en retour. J'ai juste besoin que tu saches à quel point tu comptes pour moi. À quel point vous comptez toutes les deux pour moi. Je t'aime, Manon. Et j'aime Chloé comme si elle était ma propre fille. Vous m'avez redonné l'envie de vivre. » Les yeux de Manon s'emplirent de larmes, mais elle souriait. « Sais-tu ce que Chloé m'a dit la semaine dernière ? » demanda-t-elle doucement. Stéphane secoua la tête. « Elle a dit qu'elle aimerait que tu sois son papa. Pas à la place de Lucas, elle est très claire là-dessus. Mais en plus. Elle a dit qu'elle a deux papas maintenant, un au ciel et un ici. Et que ça la rend doublement chanceuse. » Stéphane sentit les larmes lui piquer les yeux. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ? » Je lui ai dit que l'amour ne fonctionne pas comme les mathématiques. On ne peut pas l'additionner ou le diviser. L'amour grandit simplement pour remplir tout l'espace dont il a besoin. Et qu'elle a absolument raison. Elle est très chanceuse. Nous le sommes toutes les deux. Est-ce que ça veut dire ? Manon leva la main et lui caressa le visage. Ça veut dire que je t'aime aussi. Ça veut dire que je pense que Valérie serait heureuse que tu aies retrouvé le bonheur. Et ça veut dire que si tu veux faire partie de cette famille officiellement, nous le voudrions beaucoup. Stéphane la serra contre lui, la tenant comme si elle pouvait disparaître. C'est ce que je veux plus que tout au monde. Ils se marièrent au printemps suivant, lors d'une petite cérémonie avec seulement quelques amis proches et la famille. Chloé était la demoiselle d'honneur, radieuse dans sa robe blanche. Le frère de Stéphane fit un discours sur la façon dont l'amour pouvait guérir même les blessures les plus profondes. La mère de Manon pleura des larmes de joie. Mais le moment le plus important eut lieu à la fin de la cérémonie, lorsque Stéphane s'agenouilla devant Chloé. « Je veux te demander quelque chose d'important, dit-il. » Chloé le regarda solennellement. « D'accord. Ta maman et moi venons de nous marier, ce qui signifie que nous sommes officiellement une famille maintenant. Mais je voulais te demander si tu serais d'accord pour que je t'adopte. Si tu me laisserais être ton papa, légalement et pour toujours. Tu auras toujours ton premier papa dans ton cœur. Et c'est exactement comme ça que ça doit être. Mais si tu me le permets,
j'aimerais être ton papa aussi. Chloé lui jeta les bras autour du cou. Oui, oui, je veux bien. Stéphane la serra fort, cette précieuse enfant qui l'avait aidé à le sauver de sa solitude et de son désespoir. Je te promets que je ferai de mon mieux pour que tu sois fier de moi, murmura-t-il. Tu le fais déjà, dit simplement Chloé. Des années plus tard, Stéphane repenserait à ce réveillon de Noël au bistrot comme à la nuit où sa vie avait vraiment commencé. Pas quand il avait gagné son premier million. Pas quand son entreprise était entrée en bourse, ni quand les magazines économiques avaient mis son visage en couverture. Mais la nuit où il avait vu une mère en difficulté donner tout ce qu'elle avait à son enfant et avait choisi d'aider. Cet unique acte de gentillesse, inspiré par le spectacle d'un amour désintéressé, avait fait éclore une toute nouvelle vie. Il avait une femme qu'il adorait, une fille qu'il chérissait, et un but dans la vie qu'aucun succès professionnel ne pourrait jamais lui procurer. Il n'oublia jamais ce que c'était que d'être seul le soir de Noël. Et il s'assura que personne d'autre dans son entreprise n'ait à ressentir cela. Il lança des programmes pour les employés en crise, créa des fonds d'urgence pour ceux qui faisaient face à des difficultés, et fit en sorte que les entreprises du bois soient connues non seulement pour leur innovation, mais aussi pour leur compassion. Et chaque réveillon de Noël, la famille Dubois retournait au bistrot de l'Étoile d'Or pour manger des crêpes. Monique y travaillait toujours, et elle les accueillait à chaque fois avec une étreinte chaleureuse. Ils s'asseyaient dans la même banquette où Stéphane s'était assis seul toutes ces années auparavant, et ils parlaient de tout ce qui avait changé. « Est-ce que tu penses parfois à ce qui se serait passé si nous n'étions pas entrés dans ce bistrot ce soir-là » demanda Manon un réveillon de Noël, alors que Chloé avait 15 ans. « Tout le temps, » admit Stéphane. « Et je suis reconnaissant chaque jour que vous l'ayez fait. » Chloé, maintenant une adolescente réfléchie qui avait hérité de la gentillesse de sa mère et du sens des affaires de Stéphane, leur sourit à tous les deux. « Maman dit toujours que Dieu met les gens sur notre chemin pour une raison. » « Elle a raison, » dit Stéphane, tendant la main par-dessus la table pour prendre les leurs. « Je pensais que j'étais seul, mais je ne l'étais pas. J'attendais juste que vous me trouviez. » Et ça, dirait-il à quiconque le lui demanderait, c'était le vrai miracle de Noël. Pas l'argent qu'il avait donné ou l'aide qu'il avait fournie, bien que ces choses aient compté. Le vrai miracle, c'était d'apprendre qu'il n'est jamais trop tard pour trouver une famille. Que l'amour n'a pas de limite, et que parfois, le salut vient des endroits les plus inattendus. Parfois, il se présente sous la forme d'une mère en difficulté et de son enfant, assise dans un bistrot un soir de réveillon, vous rappelant ce qui compte vraiment. Parfois, il vient lorsque vous ouvrez votre cœur aux autres et découvrez qu'en les aidant, il vous aide encore plus. L'amour, Stéphane l'avait appris, était le plus grand de tous les cadeaux. Et c'était un cadeau qui continuait de donner, de grandir, de se multiplier avec chaque année qui passait. Il avait tout, maintenant. Non pas à cause de son argent ou de son succès, mais parce qu'il avait des gens avec qui le partager. Des gens qu'il aimait, non pas pour ce qu'il avait, mais pour qui il était. Et lors des réveillons de Noël tranquilles, assis dans ce vieux bistrot avec sa famille, Stéphane regardait autour de lui et pensait à toutes les personnes qui se sentaient seules, perdues. Et il faisait une prière silencieuse pour qu'elles aussi trouvent ce qu'il avait trouvé, l'espoir, l'amour, et la certitude que personne n'est jamais vraiment seul tant qu'il y a de la bonté dans le monde.